Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je serais ici, assise seule dans ma chambre, avec ce silence oppressant qui pèse sur mes épaules. Depuis l'accident, il semble que tout ait perdu sa couleur. Les rires, les conversations, les bruits du quotidien, tout a disparu avec elle. Avec Julia. Julia n'était pas seulement ma meilleure amie, elle était ma moitié. Depuis notre enfance, nous avions partagé tout, nos rêves, nos peurs, nos secrets. Personne ne me connaissait comme elle, et je savais tout d'elle, chaque détail. C'est pour ça que sa mort m'a laissé un vide que je ne saurais décrire. L'accident, il me hante. Cette nuit-là, je l'avais suppliée de ne pas partir, de rester un peu plus longtemps. Mais elle avait ce sourire qui disait « Ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Et puis, ce coup de téléphone au milieu de la nuit. Ce moment où tout s'effondre. Les jours suivants ont été flous. Des visages, des larmes, des condoléances murmurées qui semblaient si creuses. J'ai évité de regarder son profil Facebook, mais je n'ai pas pu me résoudre à le supprimer ou à le signaler. C'était tout ce qui me restait d'elle. Parfois, je me surprenais à relire nos anciennes conversations, comme pour m'accrocher à une partie d'elle, aussi petite soit-elle. Puis, il y a eu ce message. Une simple notification sur mon téléphone. Julia vous a envoyé un message. Mon cœur s'est arrêté. Je savais que ce n'était pas possible. Ce devait être une erreur, un bug. Avec une main tremblante, j'ai ouvert l'application. Le message disait simplement « Tu me manques ». Au début, j'ai pensé que c'était une mauvaise plaisanterie. Peut-être que quelqu'un avait piraté son compte ou que c'était une sorte de bug informatique. J'ai décidé de ne pas y prêter attention, bien que le simple fait de voir son nom apparaître sur mon écran m'ait bouleversé. Mais les messages ont continué. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre. Tu te souviens de ce soir où on a regardé ce film d'horreur et où tu as crié si fort que tes voisins sont venus frapper à ta porte? Mon sang s'est glacé. Personne ne savait ça. C'était une de nos nombreuses soirées où Julia et moi étions seuls, riant jusqu'à en pleurer, partageant des moments que je pensais à jamais enfouis dans le passé. J'ai essayé de rester rationnel. Peut-être qu'un membre de sa famille avait récupéré ses accès et jouait avec ses souvenirs. Mais quand j'ai appelé sa sœur, elle m'a juré que personne dans leur famille n'avait touché au compte de Julia. On n'a même pas son mot de passe, m'a-t-elle assuré d'une voix brisée. La situation est devenue de plus en plus étrange. Les messages arrivaient à des heures aléatoires, souvent au milieu de la nuit. Parfois, ils étaient brefs, comme un simple « tu es réveillé ». D'autres fois, ils étaient remplis de détails intimes, des choses que seule Julia pouvait savoir. Des noms de garçons sur lesquels on plaisantait, des surnoms qu'on s'était donnés en secret. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut. Mon téléphone vibrait sur la table de chevet. Une nouvelle notification. Quand j'ai regardé, le message disait « Pourquoi tu m'ignores ?» Une photo était attachée. Mon cœur s'est arrêté en la voyant. C'était une image de ma chambre, prise dans l'obscurité, mais je pouvais clairement distinguer ma silhouette endormie sur le lit. Je me suis figé, incapable de bouger, mon souffle court. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. La porte était fermée à clé. Pourtant, je sentais une présence, quelque chose d'indéfinissable mais terriblement réel. Je ne savais plus quoi penser. Était-ce un tour cruel ou quelque chose d'autre, quelque chose que je refusais d'admettre? Chaque message était un coup de couteau, un rappel que Julia était partie, mais que, d'une certaine manière, elle semblait toujours là. Pourtant, cette présence n'avait rien de réconfortant. J'ai commencé à chercher des explications. J'ai passé des nuits entières sur Internet, lisant des articles sur des piratages de comptes ou des bugs d'applications. Rien de ce que je trouvais ne pouvait expliquer ces messages. Alors, à contre-cœur, j'ai exploré une autre piste, le paranormal. Je me sentais ridicule, mais je suis tombé sur des forums où des gens partageaient des expériences similaires. Des histoires de proches décédés qui tentaient de communiquer à travers des objets électroniques. Certaines histoires étaient réconfortantes, d'autres, beaucoup moins. Les réponses des internautes me glaçaient. Ils parlaient de résidus d'énergie, d'âmes coincées entre deux mondes, et même d'esprits vengeurs. Ce qui me troublait le plus, c'était le ton des messages. Au début, il semblait empreint de nostalgie, comme si Julia voulait simplement me rappeler les bons moments. Mais peu à peu, quelque chose avait changé. Les mots étaient plus directs, presque accusateurs. « Pourquoi tu ne m'as pas arrêté ce soir-là? Tu savais que ça arriverait, n'est-ce pas ?» Chaque nouvelle phrase me faisait vaciller. Est-ce que j'avais raté quelque chose? Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, j'étais responsable de ce qui lui était arrivé? Puis il y a eu cette nuit. J'étais assise sur mon lit, lisant à contre-cœur un autre message. « Tu as menti. » Avant que je ne puisse répondre, une autre notification est apparue. Une vidéo. Avec des mains tremblantes,
J'ai appuyé sur lecture. L'écran affichait une vue de mon salon. La vidéo était sombre, granuleuse, mais je pouvais clairement distinguer une silhouette debout dans l'obscurité, immobile. J'ai levé les yeux de l'écran pour regarder vers le salon. Il n'y avait rien, mais je ne pouvais pas me défaire de l'impression que quelque chose, ou quelqu'un, était là, me regardant. J'étais au bord de la rupture. Les messages, les photos, la vidéo, tout cela me consumait. Je n'arrivais plus à dormir, mes nuits étaient hantées par l'idée que quelque chose d'invisible m'observait. Chaque bruit dans la maison, chaque ombre projetée par les lampadaires dehors, tout semblait anormal, hostile. Une nuit, alors que je fixais mon écran, une nouvelle notification est arrivée. Tu te rappelles ce que tu m'as dit, juste avant que je parte? Mon cœur s'est serré. Je savais exactement à quoi cela faisait référence. Ce soir-là, avant qu'elle ne monte en voiture, nous nous étions disputés. Rien de grave, juste une petite querelle comme on en avait parfois, mais les mots que j'avais prononcés. Je ne voulais plus y penser. Je me suis décidé à répondre. Les mains tremblantes, j'ai tapé. Julia, si c'est vraiment toi, qu'est-ce que tu veux? La réponse est arrivée presque instantanément. Que tu dises la vérité. À cet instant, l'air dans ma chambre semblait devenir plus lourd. J'avais du mal à respirer, comme si une présence invisible s'était infiltrée dans la pièce. Les lumières ont vacillé, et un bruit sourd a résonné dans le couloir. Prise de panique, je me suis précipité vers la porte de ma chambre, mais elle ne bougeait pas. Elle était verrouillée. Pourtant, je n'avais pas mis le loquet. J'ai crié, tambouriné sur la porte, mais tout ce que j'entendais en retour, c'était le silence, jusqu'à ce que des pas retentissent. Ils étaient lents, lourds, se rapprochant de la porte. J'étais paralysé, le souffle coupé. Puis, une autre notification a vibré sur mon téléphone. Je l'ai attrapé, les mains moites, pour lire. Je suis là. Au même moment, la poignée de la porte s'est mise à tourner, lentement. Mais la porte ne s'est pas ouverte. Une voix douce, presque un murmure, a traversé le bois. Pourquoi tu as menti, Mariana? Je me suis recroquevillé dans un coin, incapable de bouger, mon téléphone serré contre moi. Je savais que je ne pouvais pas fuir, que je devais affronter ce que j'avais fait. Julia, ou ce qu'elle était devenue, ne partirait pas tant que je ne lui aurais pas donné ce qu'elle voulait. Je savais que je ne pouvais plus fuir. Chaque message, chaque manifestation me poussait vers une seule et unique conclusion. Je devais affronter la vérité. Assise sur le sol de ma chambre, le dos contre le mur, j'ai pris une profonde inspiration. Je me suis adressé à elle ou à ça, je ne savais même plus ce que c'était avec une voix tremblante, mais déterminée. Julia, je suis désolé. Je ne savais pas si elle m'écoutait, mais je continuais, les larmes coulant sur mes joues. Cette nuit-là, je savais que tu avais trop bu. J'aurais dû insister pour que tu restes, mais j'étais en colère, et je t'ai laissé partir. Je pensais que tu serais prudente, mais je me suis trompé. Je m'en veux tellement, Julia. Le silence était oppressant. Rien ne bougeait, pas d'un bruit. Puis, mon téléphone vibra. Un nouveau message. Tu aurais pu me sauver. Ces mots étaient comme un coup de poignard. Mais je savais que c'était la vérité. Je le sais, répondis-je à voix haute, le cœur lourd. Je porterai ce poids pour le reste de ma vie. Mais s'il te plaît, laisse-moi trouver la paix. Et toi aussi, repose en paix, Julia. Un frisson parcourut la pièce, comme un souffle glacé, et les lumières vacillèrent à nouveau. Puis, plus rien. Le silence. La poignée de la porte cessa de bouger, et la lourdeur qui m'écrasait sembla se dissiper. Je pensais que c'était fini. Pendant plusieurs jours, les messages cessèrent, et la maison retrouva son calme. Mais quelque chose n'allait pas. Ce sentiment de soulagement que j'attendais ne venait pas. Quelques nuits plus tard, je me suis réveillé en pleine nuit. Une étrange lumière émanait de la salle de bain. En m'approchant, j'ai découvert un message écrit sur le miroir embué. Je ne partirai jamais. Ma gorge s'est serrée. J'ai levé les yeux et, dans le reflet, derrière moi, une silhouette floue se tenait immobile, me fixant. Une voix douce, presque aimante, a murmuré à mon oreille. Tu m'as abandonné, Mariana. La lumière s'est éteinte, et je suis resté seul dans l'obscurité, avec la certitude que ce n'était que le début. Je m'appelle Raphaël, et ce soir-là, en feuilletant distraitement mon fil d'actualité sur Facebook, une notification étrange attira mon attention. Un certain Émile m'avait envoyé une demande d'amitié. Ce n'était pas un nom familier, mais la photo de profil me frappa immédiatement. Une image en noir et blanc, un homme à l'air sévère, vêtu d'un costume ancien, probablement du début du siècle dernier. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans son regard fixe,
Comme si, à travers cette vieille photo, il me fixait directement. Par curiosité, j'ouvris son profil. À ma grande surprise, il n'y avait presque rien, une poignée de photos anciennes, quelques citations énigmatiques en légende, mais aucune information personnelle. Puis, je remarquai le message qu'il m'avait envoyé. « Bonsoir, Raphaël. Je suis Émile, un parent éloigné. J'ai récemment découvert notre lien familial grâce à de vieilles archives. Je serais ravi de te raconter ce que j'ai appris. » Un parent éloigné? C'était possible. Ma famille avait des origines compliquées, et l'idée de découvrir des anecdotes sur mes ancêtres piqua immédiatement ma curiosité. Je regardai encore une fois la photo de profil. L'homme sur la photo semblait familier, comme si je l'avais déjà vu quelque part, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Après quelques minutes d'hésitation, je cliquai sur « Accepter ». Une partie de moi se disait que ce n'était qu'une personne excentrique, au pire, un compte faux qui finirait par m'ennuyer avec des demandes d'argent. Mais l'autre partie, plus naïve, espérait apprendre quelque chose sur mes origines. Quelques secondes après avoir accepté la demande, une nouvelle notification apparut. Émile m'avait envoyé un message. Mon cœur battait un peu plus vite que je ne voulais l'admettre. J'ouvris la conversation, et les premiers mots qu'il m'écrivit furent « Merci de m'avoir accepté, Raphaël. Tu ne regretteras pas d'en savoir plus sur ta véritable histoire. » Il y avait quelque chose de presque solennel dans ces mots, mais aussi une note que je ne pouvais pas identifier à ce moment-là. Une note qui, avec le recul, ressemblait à un avertissement. Quelques jours après avoir accepté la demande d'amitié d'Émile, nos échanges étaient devenus une routine fascinante. Chaque soir, je trouvais un nouveau message de sa part, accompagné de photos ou de documents qu'il prétendait avoir retrouvés dans de vieilles archives familiales. Les histoires qu'il partageait étaient incroyables. Il me parlait de mes arrière-grands-parents, de leur lutte pendant la guerre, des terres qu'ils avaient possédées et perdues, des tragédies qui avaient frappé notre famille. Ce qui me troublait, c'était le niveau de détail qu'il offrait. Par exemple, il décrivit un médaillon en argent que ma grand-mère portait toujours, une pièce que je n'avais vue que dans de rares photos d'elle. Un soir, il me raconta une anecdote sur mon arrière-grand-père, un homme que je connaissais à peine de nom. Selon Émile, cet homme avait eu un chien noir qui ne le quittait jamais. Émile m'envoya même une photo jaunie où l'on voyait ce fameux chien assis au pied d'un homme moustachu. La photo ressemblait étrangement à celle d'un album de famille que j'avais vu des années auparavant, mais que je ne pensais pas que quelqu'un d'autre possédait. Petit à petit, nos conversations devinrent presque addictives. Chaque message ouvrait une nouvelle porte vers un passé que je ne connaissais pas, mais qui semblait de plus en plus réel. Émile écrivait comme s'il me connaissait depuis toujours. Il me posait peu de questions sur ma vie, mais il semblait en savoir beaucoup, presque trop. Un soir, il me dit « Tu es comme ton arrière-grand-père, Raphaël. Toi aussi, tu as ce regard inquiet, ce regard qui cherche à comprendre le monde au-delà de ce qui est visible. » Je frissonnais en lisant ces mots. Comment pouvait-il savoir ça? Il m'envoya ensuite une autre photo, cette fois d'une maison ancienne, décrivant comment elle avait appartenu à notre famille avant d'être abandonnée. Le plus troublant, c'est que je reconnus la maison. Elle ressemblait à celle d'un vieux rêve que je faisais régulièrement depuis mon enfance, un rêve où je marchais dans des couloirs sombres en appelant quelqu'un qui ne répondait jamais. Malgré la fascination que ces récits suscitaient, une ombre de malaise commençait à s'installer. Mais à ce moment-là, je refusais de m'y attarder. Je me disais que ce n'était qu'une coïncidence, ou que mon esprit jouait des tours. Après tout, qui d'autre qu'un parent éloigné aurait pu avoir accès à de tels détails? Un soir, alors que je m'apprêtais à éteindre mon ordinateur, je reçus un message de plus d'Émile. Ce n'était pas inhabituel, mais cette fois, quelque chose dans le ton de son message me fit frissonner. Il me parla d'un événement récent dans ma vie. « Je vois que tu n'as pas répondu à mes derniers messages, Raphaël. Je sais que tu viens de revenir d'un voyage à la campagne. Comment était ce petit village, là où tu as passé ton week-end ?» Je restais figé devant l'écran. Le dernier voyage dont il parlait était un week-end que j'avais passé en solitaire, à me ressourcer dans un village reculé, loin de tout. Je n'en avais parlé à personne, pas même à mes amis les plus proches. Comment pouvait-il savoir cela? Le doute commença à s'insinuer dans mon esprit, mais je tentais de l'écarter, pensant que j'avais peut-être mentionné quelque chose dans une ancienne conversation ou sur un réseau social secondaire que j'avais oublié. Mais alors, Émile ajouta une autre phrase. « Et cette vieille horloge que tu as trouvée dans la maison de ton grand-père? Tu as bien l'intention de la ramener chez toi, n'est-ce pas? » L'horloge? Je n'en avais parlé à personne. C'était un vieux souvenir que j'avais trouvé dans le grenier de ma grand-mère lors de ma dernière visite. L'objet m'avait intrigué, mais je n'avais fait part de sa découverte à personne, pas même à mes parents. L'horloge avait une inscription gravée qui semblait étrange, mais j'avais décidé de la laisser là, à l'abandon.
Comment ce profil pouvait-il savoir cela? Je sentais mes mains devenir moites en tapant une réponse. D'où tiens-tu ces informations? Mais il ne répondit pas immédiatement. Une inquiétude sourde se fit sentir dans mon ventre, et je me levai pour aller dans la cuisine, pour essayer de chasser cette sensation de malaise. C'est à ce moment-là que je remarquai quelque chose d'encore plus perturbant, une lumière clignotante venant du salon. J'y allai prudemment, mais dès que j'entrai, la lumière s'éteignit brusquement. Je frissonnai, la sensation de ne pas être seul grandissait. En revenant à mon ordinateur, je vis un message d'Émile qui venait juste d'apparaître. Tu sais, Raphaël, parfois il faut savoir laisser aller certains objets. Ils ont des histoires que l'on ne veut pas vraiment connaître. J'eus un frisson dans le dos. J'étais sur le point de bloquer son profil, mais avant même de pouvoir cliquer sur l'option, une notification apparut. Ton blocage n'a pas pu être effectué. Il y a une erreur technique. Je cliquai plusieurs fois, mais cela ne fonctionnait pas. Ma nervosité monta d'un cran. Pourquoi tout cela semblait-il si personnel? Pourquoi avais-je l'impression d'être observé en permanence? Les événements étranges commencèrent à s'intensifier dès que je tentais de m'éloigner de la conversation avec Émile. Le soir même, alors que je m'apprêtais à aller me coucher, j'entendis un bruit provenant du couloir. Un bruit de porte qui se refermait brusquement, comme si quelqu'un était entré dans la maison sans que je ne m'en aperçoive. J'enfronçai les sourcils, mais lorsque je sortis de ma chambre pour vérifier, tout était calme. Aucun signe de présence dans le couloir. Ce n'était que le début. Le lendemain matin, je trouvai une chaise placée de manière étrange dans le salon, comme si quelqu'un avait pris place et était resté là, sans bouger. Je vivais seul, et je n'avais pas déplacé cette chaise la veille. Pourtant, elle était là, au centre de la pièce, bien en face du canapé où je passais la plupart de mes soirées. Un frisson me parcourut l'échine. Puis ce fut les miroirs. En me levant pour me préparer à sortir, j'allai dans la salle de bain et trouvai une inscription, tracée avec une précision inquiétante sur le miroir embué. Il ne s'agissait que de 3 mots. Je suis là. Je n'avais rien vu ni entendu pendant ma douche, et pourtant ces mots étaient clairement gravés sur la surface. J'étais seul à la maison, ou du moins, c'est ce que je croyais. La panique commença à me submerger, et je tentai de rationaliser. Peut-être que cela pouvait être expliqué par la condensation, ou une trace laissée par mes propres mains. Mais quelque chose au fond de moi me disait que ce n'était pas une simple coïncidence. Le soir, alors que je m'apprêtais à m'endormir, un autre événement se produisit. J'entendis des bruits, des pas lourds qui se déplaçaient dans la maison. J'allumai rapidement la lumière, mais rien. Tout était silencieux. Pourtant, je pouvais encore sentir cette présence dans l'air, oppressante, comme si quelqu'un m'observait. C'est alors que, du coin de l'œil, je remarquai un objet familier posé sur le bureau, un petit porte-photo en bois que j'avais perdu des années auparavant, lors de mon déménagement. Je n'avais aucune idée de la façon dont il était arrivé là, et il ne pouvait pas avoir été oublié ou mal rangé. J'étais désormais convaincu que ce n'était pas un hasard. Quelque chose, ou quelqu'un, avait pénétré dans ma vie d'une manière qu'il était impossible d'expliquer. Je décidai de prendre mon téléphone et d'essayer de bloquer définitivement Émile, mais je me rendis vite compte que l'option de blocage était de nouveau désactivée. Une nouvelle erreur technique. Cela ne pouvait plus être une simple coïncidence. Quelque chose d'effrayant était en train de se jouer, et je n'étais plus maître de la situation. Je ne savais plus quoi faire. Le sentiment de terreur grandissait chaque jour, et je ne pouvais plus ignorer les événements bizarres qui se produisaient dans ma maison. La lumière qui clignotait sans raison, les objets déplacés, cette sensation constante d'être observé. J'avais l'impression que quelqu'un ou quelque chose vivait avec moi, se glissant dans les ombres et attendant le moment propice pour se manifester. C'était une nuit particulièrement sombre lorsque je décidai enfin de confronter Émile. Je ne pouvais plus vivre dans cette incertitude. La peur avait pris une place trop grande dans mon esprit. Je m'assis devant mon ordinateur, tremblant, et envoyai un dernier message à ce profil qui semblait contrôler ma vie. « Qui es-tu vraiment? Que veux-tu de moi ?» Je frappai d'envoyer, le cœur battant la chamade. Quelques secondes s'écoulèrent dans un silence oppressant, puis une notification apparut. Un message d'Émile. « Tu as enfin compris, n'est-ce pas ?» Je restai figé devant l'écran, mon souffle se coupant. Il y avait quelque chose de glacial dans ces mots, comme si, tout à coup, il savait tout de moi. Je n'avais même pas eu le temps de réagir lorsque mon téléphone se mit à vibrer. Un message vidéo était en train d'être téléchargé. Je cliquai dessus, le visage blême, et la vidéo commença. Au début, il n'y avait que de l'obscurité, mais peu à peu, une image floue se forma. Une caméra de surveillance. Je reconnus immédiatement le cadre. C'était ma chambre. L'image montrait la porte de ma chambre, vue depuis le couloir. Et là, dans cette lumière tamisée,
Je pouvais voir ma silhouette endormie sur mon lit. Le plus terrifiant, c'était la présence qui se trouvait juste derrière la porte, immobile, observant. Une ombre. Ma gorge se serra. Je ne pouvais plus respirer. La vidéo continuait, montrant des détails que je n'avais pas remarqués auparavant, la position de mes couvertures, les objets sur ma table de chevet. Tout, absolument tout, avait été filmé sans que je m'en aperçoive. Et puis, la voix d'Émile, aussi calme que glaciale, résonna dans mes oreilles, comme un murmure dans la vidéo. « Tu ne comprends toujours pas, Raphaël? Il n'y a pas de retour possible. Je suis déjà là ?» Je cliquai frénétiquement sur la fenêtre pour fermer la vidéo, mais avant même que je puisse bouger, l'écran se figea. Un autre message apparut. Cette fois, il n'était pas écrit, mais une simple photo. Je la regardai avec horreur. C'était un cliché de moi, assis devant l'ordinateur, exactement dans la position où je me trouvais à ce moment-là. Cette photo avait été prise à travers la fenêtre de mon salon, mais ce n'était pas un simple reflet. Non, quelqu'un avait pris la photo de l'extérieur. Et la silhouette floue qui apparaissait derrière la fenêtre, c'était celle de l'homme sur la photo de profil d'Émile. Le dernier message que je reçus d'Émile n'était qu'une ligne, sans aucune explication. « Tu n'es plus seul ?» Le téléphone tomba de mes mains, et je sentis mon corps se figer. Des bruits de pas résonnèrent dans le couloir, lourds et réguliers. Je n'avais plus aucune échappatoire. Mon corps était paralysé, mes yeux fixés sur l'écran, incapable de détourner le regard. La lumière s'éteignit brusquement. Il faisait noir, et je pouvais sentir cette présence grandir autour de moi. Puis, tout se fit silence. Ce soir-là, tout semblait calme. Je venais de rentrer du travail, fatigué mais satisfait à l'idée de pouvoir enfin me détendre. Je m'étais installé sur le canapé, une tasse de thé à la main, en parcourant distraitement mon téléphone. C'est là que j'ai vu une notification étrange. Une alerte d'un réseau social que je n'utilisais presque plus. C'était un album photo que j'avais complètement oublié, datant probablement de mes années d'université. L'album s'appelait « De moments spéciaux », un titre banal, rien de mémorable. Mais ce n'était pas le titre qui m'a troublé. Non, ce qui m'a glacé le sang, c'était le fait qu'une personne inconnue avait marqué plusieurs photos dans cet album. Curieuse, mais déjà un peu mal à l'aise, j'ai cliqué sur la notification. La page a mis quelques secondes à se charger, juste assez pour que mon esprit commence à inventer des explications. Peut-être était-ce une erreur? Ou quelqu'un qui avait trouvé des vieilles photos de groupe où je figurais en arrière-plan. Mais lorsque l'album s'est finalement affiché, toutes mes suppositions se sont évanouies. Les photos étaient là, mais elles n'avaient rien d'ordinaire. Sur chaque cliché, j'apparaissais, clairement et sans aucun doute. Mon visage, mes vêtements, ma posture, c'était moi. Pourtant, je n'avais aucun souvenir d'avoir été prise en photo dans ces endroits. La première image me montrait dans une rue déserte que je ne reconnaissais pas, éclairée par un lampadaire vacillant. La deuxième, encore plus étrange, semblait avoir été prise dans une fête à laquelle je n'avais jamais assisté. Des visages inconnus m'entouraient, mais je souriais comme si j'étais à l'aise. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ces photos, je ne les avais jamais vues. Et pire, je n'avais jamais vécu ces moments. En regardant les photos, un sentiment d'incrédulité mêlé à une peur sourde s'installait en moi. Chaque image semblait parfaitement réelle, mais rien n'éveillait le moindre souvenir. Je cliquais sur la première photo pour l'agrandir. On me voyait debout sous un lampadaire, une rue sombre et vide autour de moi. Je portais un manteau que je ne reconnaissais pas, et mon regard était fixé directement sur l'objectif, comme si je savais que j'étais photographié. Pourtant, je ne me souvenais pas de cette rue, ni de ce moment. La deuxième photo était encore plus dérangeante. Elle me montrait au milieu d'une fête. Des dizaines de personnes souriaient et dansaient autour de moi, mais je ne reconnaissais aucun d'eux. Sur cette image aussi, je fixais la caméra, mon expression figée, presque vide. C'était comme si je n'étais pas vraiment moi-même. Plus je faisais défiler l'album, plus l'inquiétude montait. Chaque photo semblait documenter des lieux et des événements qui m'étaient totalement étrangers, une maison délabrée en pleine campagne, une forêt à la tombée de la nuit, un café bondé. Pourtant, j'étais là, sur chaque cliché, parfois seul, parfois entouré, toujours avec ce regard qui me mettait mal à l'aise. Je me suis figé en voyant une nouvelle photo. Elle me montrait dans une pièce que je reconnaissais cette fois, ma propre chambre. J'étais assise sur mon lit, le visage tourné vers la fenêtre. Mais ce qui m'a le plus terrifié, c'était le détail en arrière-plan. Quelqu'un ou quelque chose semblait se tenir dans l'ombre, juste derrière moi. Le souffle court, j'ai claqué mon ordinateur portable, comme si fermer l'écran pouvait effacer ce que je venais de voir. Mais l'image de cette dernière photo était gravée dans ma tête.
Qui avait pris ces clichés? Et surtout, comment une photo de ma chambre avait-elle pu finir dans cet album sans que je le sache? Tremblante, j'ai rouvert l'ordinateur, décidé à supprimer cet album une fois pour toutes. Je ne voulais plus voir ces images. Je ne voulais plus ressentir cette présence oppressante qui semblait émaner de chaque photo. Je suis allé dans les paramètres de l'album, j'ai cliqué sur supprimer et attendu. L'écran s'est figé un instant avant d'afficher un message rassurant. Album supprimé avec succès. Je me suis laissé aller dans le dossier de ma chaise, soulagé. Mais mon répit fut de courte durée. Une nouvelle notification est apparue presque immédiatement. Une nouvelle photo a été ajoutée à l'album Moments spéciaux. Mon cœur s'est arrêté. Impossible. Je venais de supprimer cet album. Je l'ai rouvert avec des mains tremblantes, et l'album était à nouveau là, intact, avec toutes les photos, sauf une. Une nouvelle image avait été ajoutée. C'était moi, prise de dos, dans une rue que je venais de traverser il y a quelques heures à peine. Cette fois, je n'avais plus de doute, quelqu'un m'observait, en temps réel. Paniqué, j'ai tenté à nouveau de supprimer l'album, mais à chaque fois, il revenait, avec une nouvelle image, prise dans un lieu que je venais tout juste de visiter. La sensation de suffocation était insoutenable. Peu importe où j'allais, quelqu'un ou quelque chose semblait toujours être là pour capturer ces moments. À ce stade, je ne pouvais plus ignorer l'évidence, quelqu'un me suivait. Chaque nouvelle photo semblait me narguer, comme si l'album cherchait à prouver que je ne pouvais échapper à cette présence invisible. Mon esprit était en ébullition. Et si des caméras avaient été installées chez moi? Et si cette personne me traquait depuis des mois, sans que je ne m'en rende compte? J'ai décidé de vérifier chaque recoin de ma maison. J'ai fouillé sous les meubles, inspecté les cadres, les prises électriques, même les ampoules, cherchant désespérément une caméra cachée ou quelque chose d'inhabituel. Mais il n'y avait rien. Tout semblait normal. Et pourtant, je savais que j'étais observé. Quelques heures plus tard, alors que la nuit tombait, une nouvelle notification est apparue. Une autre photo. Cette fois, elle me glaça jusqu'à l'os. On me voyait assise dans mon salon, à cet instant précis. L'image montrait un angle que je ne pouvais pas expliquer. Elle semblait avoir été prise de l'intérieur de ma maison, à travers une fenêtre ou une porte légèrement entr'ouverte. C'est là que je l'ai remarqué. Une silhouette vague, floue, se dessinait dans le reflet de la fenêtre sur la photo. Elle était grande, immobile, presque imperceptible, mais elle était là. Paralysé, je me suis levé d'un bond, verrouillant toutes les portes et fermant les rideaux. Mais je savais que c'était inutile. Cette personne, ou cette chose, ne semblait pas avoir besoin d'une invitation pour entrer chez moi. Et comme pour confirmer mes craintes, une autre notification s'est affichée sur mon écran. Une nouvelle photo venait d'être ajoutée. Avec les mains tremblantes, je l'ai ouverte. Cette fois, elle montrait ma chambre, plongée dans l'obscurité, avec moi visible au loin, debout près de la fenêtre. Ce n'était pas une photo de mon passé. C'était une image du présent, prise à cet instant précis. Je ne pouvais plus rester ici. Mon instinct de survie avait pris le dessus. J'ai attrapé mes clés, mon téléphone et un manteau, prêt à quitter la maison sans me retourner. Peu importe où j'allais, ce serait mieux que de rester sous le regard invisible de cet intrus. En courant jusqu'à ma voiture, je vérifiais frénétiquement derrière moi, m'attendant à voir une ombre me suivre. Mais il n'y avait rien. Juste le silence de la nuit. Une fois dans la voiture, j'ai verrouillé les portes et démarré, mes mains tremblantes sur le volant. Je ne savais pas où aller, mais la police semblait être la seule option. Alors que je roulais sur une route déserte, mon téléphone vibra sur le siège passager. Une nouvelle notification. Je savais que je ne devais pas regarder, que rien de bon ne pouvait en sortir, mais ma curiosité ou peut-être mon désespoir m'a poussé à vérifier. C'était encore une photo. Une image ajoutée à cet album maudit. Je l'ai ouverte, la gorge nouée, et ce que j'ai vu m'a glacé jusqu'à l'âme. C'était une photo de moi, prise dans ma voiture, à ce moment précis. Le flash des phares éclairait mon visage terrifié. Mais ce n'était pas tout. Derrière moi, dans l'obscurité de la banquette arrière, une silhouette indistincte apparaissait, à peine visible mais indéniablement présente. Une ombre sans visage, figée dans une posture qui semblait me guetter. Avant que je puisse réagir, une main glacée s'est posée doucement sur mon épaule. Je n'ai jamais eu le temps de crier. Je me suis réveillé en sursaut cette nuit-là, le cœur battant fort sans raison apparente. Le silence pesait lourd dans la pièce, à peine troublé par le faible bourdonnement de mon chargeur branché près du lit. Je n'avais pas bougé, mais mon téléphone, posé sur la table de chevet, vibra une seconde fois. Une notification. Encore à moitié endormi, je l'ai attrapé du bout des doigts et ai plissé les yeux pour m'habituer à la lumière de l'écran.
Une notification Facebook. Une live venait de commencer, sur mon propre compte. J'ai figé. Je n'avais rien posté, encore moins en direct. Mes pensées étaient confuses, cherchant une explication rationnelle. Peut-être un bug ou une mauvaise manipulation. Mais l'adrénaline montait déjà, me réveillant complètement. Mon doigt tremblait légèrement lorsque j'ai cliqué pour ouvrir la vidéo. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était moi, dans mon lit, exactement là où j'étais à cet instant précis. L'angle de la caméra montrait ma silhouette allongée, les draps remontés jusqu'à mes épaules. On voyait ma poitrine se soulever au rythme de ma respiration. J'étais là, endormi, sans le moindre doute possible. Mon cœur s'est emballé. Comment cela pouvait-il être filmé? Mon téléphone était dans ma main. La caméra ne pointait pas vers moi, et il n'y avait aucun autre appareil dans ma chambre. Pourtant, l'image était claire, nette, comme si quelqu'un se trouvait là, en train de m'observer, à quelques pas seulement. Au début, j'ai pensé à un piratage, mais cette idée s'est rapidement évaporée. Tandis que je regardais la vidéo, un détail étrange attira mon attention. Derrière moi, dans l'obscurité de la chambre, des ombres bougeaient. Pas celles provoquées par un jeu de lumière ou par une quelconque source extérieure. Ces ombres semblaient vivantes, mouvantes, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait lentement dans mon dos, juste hors de portée de ma vision. Je me suis assis brusquement dans mon lit, balayant la pièce du regard. Rien. Juste le silence oppressant, et cette obscurité qui, soudain, semblait peser beaucoup plus lourd. Pourtant, sur l'écran, ces formes indistinctes continuaient de danser, comme si elles se savaient invisibles à mes yeux. Et puis il y avait ces sons. Faibles, à peine audibles, mais indéniables. Des murmures, des chuchotements, comme une conversation dans une langue que je ne comprenais pas. Je rapprochai le téléphone de mon oreille, espérant discerner les mots, mais cela ne faisait qu'ajouter à ma confusion. Ces voix semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. C'est à ce moment-là que je l'ai remarqué. L'angle de la caméra. La vidéo était filmée d'un point de vue impossible. Elle montrait tout mon lit, y compris ma table de chevet et la porte de ma chambre. Mais il n'y avait aucun endroit dans cette pièce où un appareil pouvait être placé pour capturer cette perspective. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose se tenait là, dans l'ombre, et me regardait. J'étais pétrifié. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant une explication logique, mais rien ne faisait sens. Mes doigts tremblaient alors que je tentais de mettre fin à la diffusion. Chaque clic sur l'écran semblait inutile, comme si mon propre téléphone ne m'obéissait plus. La live continuait. Les ombres derrière moi devenaient plus nettes, prenant des formes vaguement humanoïdes. Elles semblaient se rapprocher, lentement mais inexorablement, de mon lit. Mon souffle était saccadé, ma gorge nouée par une peur viscérale. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de l'écran, comme hypnotisé par ce spectacle cauchemardesque. Puis, je l'ai entendu. Un murmure. Clair cette fois-ci. Pas depuis la vidéo, mais dans ma chambre. Gustavo. Mon nom. Prononcé d'une voix rauque, presque inhumaine. Je me suis retourné brusquement, balayant la pièce du regard. Rien. Juste l'obscurité compacte et le bruit de mon cœur battant à tout rompre. Mais dans la vidéo, c'était différent. Sur l'écran, je pouvais voir une silhouette floue se pencher au-dessus de mon lit, son visage masqué par les ombres. Ses lèvres semblaient bouger, comme si elles chuchotaient à mon oreille. Pourtant, je ne sentais rien, ne voyais rien à côté de moi. Un détail me frappa alors, me glaçant jusqu'aux os. Cette chose, quoi qu'elle soit, me regardait. Pas l'homme endormi dans le lit, mais moi, celui qui tenait le téléphone. Ses yeux noirs fixaient directement la caméra, comme si elle savait que je la regardais à cet instant précis. Pris de panique, j'ai abandonné mon téléphone, le jetant sur le lit. Je me suis précipité hors de ma chambre, le cœur battant, la respiration erratique. J'ai vérifié chaque pièce de mon appartement, fouillant sous chaque meuble, ouvrant chaque porte, mais il n'y avait rien. Rien de plus que le silence lourd et oppressant. Je suis retourné dans ma chambre, mes mains moites, le visage pâle, et j'ai constaté que tout était en ordre. Pourtant, cette sensation de malaise persistait, comme si quelque chose me regardait. J'ai tenté de rester calme et de rationaliser la situation. Peut-être que c'était un rêve, une hallucination, ou une farce élaborée par quelqu'un de malveillant. Mais quand j'ai regardé à nouveau mon téléphone, il était là, posé sur mon lit, la vidéo toujours en cours de lecture. Elle ne s'était même pas arrêtée, comme si elle était en boucle, sans fin. Je l'ai relancée. Et c'est là que j'ai vu ce que j'avais manqué. Derrière moi, tout était calme, comme si rien n'avait bougé. Mais à un moment précis, une silhouette pâle est apparue, brièvement. Elle ne se tenait pas dans l'ombre comme les autres formes, mais dans la lumière faible qui filtrait à travers les rideaux.
Son visage était déformé, inhumain, et ses yeux étaient noirs comme le vide, vide de toute humanité. Il fixait la caméra, fixait l'écran, fixait moi. Je suis resté là, figé, les yeux rivés sur ce visage qui m'était inconnu, et cette pensée s'est glissée dans mon esprit. Elle savait que je la voyais. C'était la première fois que je ressentais une terreur pure, viscérale, qui m'envahissait tout entier. Mais ce n'était pas la dernière. Les jours qui ont suivi, ma vie a basculé. Ce n'était plus seulement cette vidéo étrange, mais tout ce qui s'en est suivi. Des petites choses, des détails qui, au début, semblaient insignifiants, mais qui se sont accumulés. Des objets déplacés dans mon appartement, comme si quelqu'un y était entré en mon absence. Mon porte-manteau, que j'avais laissé près de la porte, se retrouvait régulièrement dans un coin de la pièce, loin de son emplacement habituel. J'ai cru à un oubli de ma part, mais la sensation de malaise ne me quittait plus. Puis il y avait les bruits. Des grattements dans les murs, des murmures à peine audibles. Des voix qui semblaient venir de l'autre côté de la porte, mais quand j'ouvrais, il n'y avait rien. Rien sauf ce silence lourd, envahissant, qui semblait tout englober. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut, comme si quelque chose me touchait. J'ai regardé autour de moi, paniqué, mais tout semblait normal. À part une notification sur mon téléphone. C'était un message privé, sans expéditeur, avec une capture d'écran de la live. Un instantané précis, où l'on pouvait voir la silhouette qui me regardait, dans cette position déformée. Accompagné d'un message simple mais glaçant. Tu n'aurais pas dû te réveiller? Depuis ce jour, je ne suis plus le même. Le sommeil m'échappe. Les ombres me suivent partout, dans chaque pièce de ma maison. Parfois, quand je suis seul, j'entends des murmures, comme si elles s'approchaient, comme si elles m'attendaient. Je ne dors plus dans le noir, je ne ferme plus les yeux sans sentir une présence. Et chaque fois que je regarde mon téléphone, je m'attends à voir un autre message, un autre détail terrifiant. Parce que je sais que quelque chose me regarde, que quelque chose m'attend. Et cette peur ne s'éteint jamais. Elle est là, tout le temps, derrière moi, dans l'ombre. Je me souviens parfaitement du moment où tout a commencé. Une notification Facebook a éclaté sur mon téléphone, interrompant ma concentration. C'était un événement, une soirée organisée dans un lieu que je connaissais vaguement, marqué comme fête exclusive, nuit mystique. Ce qui m'a frappé, c'est que j'avais été marqué par Maxime, un camarade de la fac avec qui je n'avais quasiment aucun contact depuis des mois. Nous avions échangé quelques mots en classe, mais rien qui justifie qu'il pense à moi pour m'inviter à une fête. Intrigué, j'ai ouvert l'événement. L'image de couverture montrait une usine abandonnée, un bâtiment sinistre à la périphérie de notre ville, connu pour ses histoires étranges. Le titre promettait une nuit inoubliable, musique, boissons gratuites, venez si vous osez. La date était prévue pour le samedi suivant, à 22 heures. Curieusement, une vingtaine de personnes avaient déjà confirmé leur présence dans les commentaires, et certains posaient des questions sur l'emplacement exact. Un détail me mettait mal à l'aise, bien que je ne puisse pas dire pourquoi. Le profil de Maxime semblait inactif. Pas de nouvelles publications depuis des semaines, aucune photo récente. Pourtant, il avait marqué plusieurs personnes dans cet événement. Était-ce réellement lui derrière ce poste? J'ai voulu en parler à quelqu'un, mais je me suis ravisé. Après tout, ce n'était peut-être qu'une fête étrange organisée par des étudiants un peu excentriques. Mais plus je regardais cette invitation, plus une sensation oppressante s'installait. En cherchant à comprendre ce qui se cachait derrière cet événement, j'ai commencé à faire des recherches sur l'usine abandonnée. C'était un bâtiment que tout le monde connaissait dans ma ville, mais personne ne s'en approchait. Les plus vieux disaient qu'elle avait été fermée dans les années 80 après un grave incendie, mais ce n'était pas ça qui lui avait donné sa réputation inquiétante. Depuis des années, des histoires circulaient, des bruits étranges, des lumières aperçues la nuit, et surtout, des disparitions inexpliquées. Un forum local mentionnait des groupes d'amateurs d'urbex qui avaient tenté de s'y aventurer. Certains affirmaient avoir vu des ombres se déplacer dans les couloirs, d'autres juraient avoir entendu des voix, comme des murmures qui semblaient les appeler. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était un commentaire récent. Ceux qui vont à ces fêtes n'en reviennent jamais. Vous êtes prévenus? Le malaise grandissait. Par curiosité, j'ai décidé de vérifier les anciens événements organisés au même endroit sur Facebook. À ma grande surprise, il y en avait plusieurs, datant de ces dernières années, tous marqués comme des fêtes exclusives. Les profils des organisateurs étaient identiques à celui de Maxime. Peu ou pas d'activités récentes, comme s'ils avaient été créés uniquement pour ces invitations. Et le plus dérangeant, les invités ayant confirmé leur présence n'avaient plus rien posté après la date de l'événement.
Chaque détail semblait me pousser à rester loin de cette soirée, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose m'échappait. Pourquoi ces événements continuaient-ils d'apparaître? Et surtout, pourquoi avais-je été marqué cette fois-ci? Le jour de l'événement approchait, et malgré tout ce que j'avais découvert, une étrange curiosité me poussait à y aller. Je ne savais pas si c'était de l'inconscience ou simplement une envie irrésistible de comprendre ce qui se passait. Pourtant, je savais que je devais être prudente. Avant de partir, j'ai envoyé un message à mon amie Clara, lui expliquant où j'allais et lui partageant ma localisation en temps réel via mon téléphone. Elle a essayé de me dissuader, me rappelant toutes les histoires effrayantes sur cet endroit, mais j'étais déterminé. La nuit tombée, je suis monté dans ma voiture et j'ai pris la route vers l'usine. En approchant, l'atmosphère a changé. La ville semblait s'éloigner derrière moi, et les rues devenaient de plus en plus désertes. Quand je suis arrivé, l'usine se dressait devant moi, massive et silencieuse, comme une bête endormie. Les fenêtres brisées et les murs noircis par le temps lui donnaient une allure encore plus sinistre que dans les photos que j'avais vues. Il n'y avait aucun signe d'une fête. Pas de voiture garée, pas de lumière, pas de musique. Pourtant, quelque chose me poussait à sortir de ma voiture. À l'entrée, j'ai remarqué des traces récentes dans la poussière, des empreintes de pas, des emballages de bonbons et même des mégots de cigarettes. Quelqu'un était venu ici, c'était certain. En suivant ces traces, j'ai atteint une porte entr'ouverte. À l'intérieur, un long couloir sombre s'étendait devant moi. J'entendais des sons, faibles et lointains, comme des voix ou des rires, mais ils semblaient étranges. Ils résonnaient de manière irréelle, presque artificielle. Mon cœur battait à tout rompre, mais je me suis avancé, chaque pas résonnant contre les murs délabrés. Je me répétais que j'avais tout préparé. Clara savait où j'étais, mon téléphone était avec moi. Mais au fond, je ne pouvais m'empêcher de sentir que j'entrais dans un piège dont je ne connaissais pas encore la nature. J'ai continué à avancer dans l'obscurité, guidé par ces étranges sons. Les rires semblaient se rapprocher, mais il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans leur tonalité. Ils n'étaient pas naturels, presque métalliques, comme des enregistrements mal synchronisés. Mon instinct me hurlait de faire demi-tour, mais ma curiosité ou peut-être quelque chose de plus fort m'entraînait toujours plus loin. Au bout du couloir, je suis tombé sur une grande pièce vide. Les murs étaient couverts de graffitis, mais au centre, quelque chose a attiré mon attention, un petit amas d'objets disposés en cercle. En m'approchant, j'ai réalisé qu'il s'agissait de photos, de bijoux, de téléphones portables, des affaires personnelles. Mon souffle s'est coupé lorsque j'ai reconnu l'un des visages sur une photo. C'était une fille qui avait commenté le post Facebook de l'événement. Elle avait écrit qu'elle viendrait. Mes mains tremblaient alors que je regardais autour de moi. Les rires s'étaient arrêtés, laissant place à un silence oppressant. Puis, un bruit sourd derrière moi m'a fait sursauter. Je me suis retourné rapidement, mais il n'y avait personne. Pourtant, je sentais une présence, quelque chose qui m'observait. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti pour découvrir une notification étrange. Bienvenue, Camilla. Tu es enfin là. C'est alors que je les ai vus. Des silhouettes se détachaient lentement des ombres au fond de la pièce. Ils étaient immobiles, leurs visages dissimulés dans l'obscurité, mais je pouvais sentir leur regard perçant fixé sur moi. L'un d'eux a avancé d'un pas, et c'est à ce moment que j'ai compris. Ces invités n'étaient pas là pour une fête. Ils attendaient, et j'étais leur prochaine victime. Mon instinct a pris le dessus. Sans réfléchir, j'ai fait volte-face et me suis mis à courir. Derrière moi, des bruits de pas résonnaient, rapides et désordonnés, comme si plusieurs personnes me poursuivaient. Mon souffle était court, mes jambes tremblaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Les couloirs semblaient s'étirer à l'infini, se tordant comme un labyrinthe impossible. Au détour d'un couloir, j'ai trébuché et chuté lourdement, ma lampe de téléphone glissant de ma main. Dans la pénombre, je l'ai attrapé à tâtons et l'ai braqué devant moi. Les silhouettes étaient là, immobiles à quelques mètres. Je pouvais maintenant voir leur visage, ou plutôt l'absence de visage. Des orbites vides, des sourires impossibles, déformés, comme des masques grotesques fondus sur leur peau. Rassemblant mes dernières forces, je me suis relevé et j'ai couru vers ce que je croyais être la sortie. Quand j'ai finalement atteint la porte principale, elle s'est ouverte avec fracas, et je me suis précipité dehors, aspirant l'air frais comme si je venais de sortir d'un cauchemar. Mais en regardant mon téléphone pour appeler à l'aide, j'ai découvert que ma localisation en temps réel avait été désactivée. Pire encore, ma conversation avec Clara avait disparu. Revenant chez moi, je n'ai rien pu expliquer clairement à personne. Clara m'a affirmé qu'elle n'avait jamais reçu de message de ma part, et les publications de l'événement sur Facebook avaient disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. Pourtant, je savais que ce n'était pas fini.
Quelques jours plus tard, une nouvelle notification Facebook est apparue sur mon téléphone. Un autre événement, dans un lieu différent, organisé par un profil utilisant une photo de moi. Je m'appelle Lucas, et ce qui m'est arrivé est difficile à expliquer, même à croire. Tout a commencé un soir banal. J'étais assis sur mon canapé, en train de faire défiler mon fil d'actualité sur Facebook, un peu distrait. C'est alors que j'ai reçu une notification Messenger. Une nouvelle conversation, mais le nom de l'expéditeur n'apparaissait pas. Pas de photo, pas d'indication. Juste une boîte de messages vide, sauf pour un chiffre, 10. Au début, j'ai cru que c'était une erreur, un bot ou une mauvaise blague. Vous savez, ces comptes qui pullulent sur Internet. J'ai haussé les épaules, légèrement agacé, et j'ai ignoré le message. Mais quelque chose dans cette absence de contexte me dérangeait. Le chiffre, si simple, semblait peser lourd dans mon esprit. 10 quoi? 10 minutes? 10 jours? Je me suis dit que j'étais stupide de m'en préoccuper. J'ai fermé l'application et posé mon téléphone, mais une étrange sensation persistait, comme si quelque chose m'observait. Ce n'était qu'une simple notification, rien de plus, et pourtant, un frisson m'a traversé. Une sorte de pressentiment que je ne pouvais pas expliquer. Le lendemain matin, j'ai complètement oublié le message étrange de la veille. La journée s'est déroulée normalement, entre cours à l'université et discussions banales avec mes amis. Ce n'est que le soir, en rentrant chez moi, que j'ai de nouveau pensé à vérifier mon téléphone. En ouvrant Messenger, j'ai vu que le même compte sans nom m'avait envoyé un autre message. Cette fois, il n'y avait qu'un chiffre, 9, mon cœur a légèrement accéléré. Était-ce une coïncidence? Une blague stupide? Pourtant, ce compte n'avait aucun profil, aucune trace visible, et il était impossible de l'identifier. Je me suis senti nerveux, mais j'ai décidé de ne pas m'attarder là-dessus. Après tout, ce n'était qu'un nombre, rien de plus. Mais cette nuit-là, les choses ont commencé à devenir étranges. Vers minuit, alors que j'étais allongé sur mon lit à regarder une série, j'ai entendu un bruit sec. Une porte qui claquait. Surpris, je me suis levé pour vérifier, pensant que peut-être une fenêtre était restée ouverte et qu'un courant d'air avait fait bouger quelque chose. Mais tout était fermé. Je n'ai trouvé aucune explication. De retour dans ma chambre, j'ai remarqué que les lumières commençaient à vaciller. Pas une ampoule grillée, mais une sorte de clignotement irrégulier, presque comme si quelqu'un jouait avec l'interrupteur. J'ai ressenti un frisson, mais j'ai essayé de me convaincre que c'était juste un problème électrique. Pourtant, au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Puis, à 3 heures du matin, une notification a de nouveau retenti sur mon téléphone. En ouvrant Messenger, j'ai vu que le compteur était passé à 8. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir peur. Après cette nuit étrange, j'ai commencé à devenir obsédé par ces messages. Chaque jour, le chiffre diminuait, 7, 6, 5. À mesure que la mystérieuse contenance du compteur se rapprochait de 0, les événements bizarres s'intensifiaient. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans ma salle de bain. Le miroir était couvert de marques de mains, des empreintes humides et floues, comme si quelqu'un avait appuyé ses paumes contre le verre. Je vivais seul, et la porte de mon appartement était verrouillée. J'ai nettoyé les traces, mais un sentiment de malaise ne m'a pas quitté. Les nuits suivantes, mes rêves sont devenus un véritable tourment. Je voyais une silhouette sombre, sans visage, qui restait debout dans l'ombre, à me regarder. Elle ne bougeait jamais, mais ses yeux, ou plutôt deux vides lumineux, semblaient me percer. Je me réveillais en sueur, le souffle court, incapable de me rendormir. Puis, quelque chose d'encore plus perturbant s'est produit. En parcourant mon fil Instagram, j'ai vu qu'un nouveau compte avait commencé à me suivre. Pas de photo de profil, pas de publication, juste un nom d'utilisateur composé de chiffres aléatoires. J'ai vérifié mes autres réseaux sociaux, et la même chose s'était produite. Ce profil vide m'avait retrouvé partout. J'ai essayé de parler à des amis, mais personne ne semblait prendre ma situation au sérieux. Certains ont même plaisanté, disant que je devenais paranoïaque. Mais lorsque l'un d'eux m'a dit avoir reçu une demande d'amitié du même compte anonyme, son sourire s'est évanoui. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de chercher de l'aide. Un informaticien que je connaissais m'a proposé d'examiner le compte. Mais après quelques minutes, il m'a regardé, visiblement mal à l'aise. Ce compte, il n'a aucune trace. Pas d'origine, pas de serveur. C'est comme s'il n'existait pas vraiment. À ce stade, le compteur était à 3, et ma peur s'était transformée en une angoisse paralysante. Je savais que quelque chose approchait, mais je ne comprenais toujours pas quoi. La nuit où le compteur est tombé à l'un, une sensation étrange m'a envahi.
Je ne pouvais plus échapper à l'angoisse qui grandissait à chaque minute. Les bruits dans l'appartement étaient devenus incessants. Des portes qui claquaient, des bruits de pas, des chuchotements à peine audibles. J'ai vérifié toutes les pièces, mais rien n'expliquait ce qui se passait. Tout était calme, comme si j'étais seul. Mais je n'avais plus de doute. Quelque chose, ou quelqu'un, était là. Je me suis enfermé dans ma chambre, le téléphone toujours à portée de main, le regard rivé sur l'écran. Le chiffre 1 clignotait, et mon cœur battait plus fort à chaque seconde qui passait. J'avais l'impression que le temps lui-même se condensait autour de ce nombre, que chaque battement était un écho du sort qui m'attendait. Les lumières ont commencé à clignoter de plus en plus vite, comme un signal d'alarme. Le froid a envahi la pièce. J'ai jeté un regard furtif par la fenêtre, et c'est là que j'ai vu une silhouette passer devant le vitrage, à peine visible, presque effacée. Mais il n'y avait personne dehors. Mon corps est resté paralysé. Tout était devenu flou, le monde autour de moi se diluait dans un brouillard épais. Puis, à minuit pile, mon téléphone a vibré. Le chiffre 0 était désormais affiché sur l'écran. Avant que je n'aie eu le temps de réagir, la pièce est devenue glaciale. Un bruit sourd a résonné dans le couloir. Je suis sorti précipitamment, mais mes jambes semblaient ne plus m'obéir. Une présence, palpable, s'immisçait dans l'air. J'ai senti une main froide effleurer mon épaule. Je me suis retourné, mais il n'y avait rien. Et puis, je l'ai vu. La silhouette, sans visage, qui me hantait dans mes rêves, était là, dans la pièce, observant chaque mouvement que je faisais. Ses yeux brillants, vides, ne me lâchaient pas. Je suis resté figé, incapable de crier, de bouger. La figure se rapprochait lentement, son souffle glacé frappant ma peau. Tout s'est soudainement arrêté. Le bruit, la lumière, tout a disparu, ne laissant que le vide et la silhouette de ce qui n'était plus un rêve, mais une réalité qui me dévorait. Je ne me souviens pas exactement de ce qui s'est passé après ça. C'est comme si tout s'était figé dans une dimension parallèle, où le temps n'avait plus de sens. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été retrouvé des jours plus tard, dans un état de choc total, incapable de dire un mot ou de bouger correctement. Les policiers qui sont venus à mon appartement ont trouvé la porte ouverte, mais il n'y avait aucun signe de lutte. Mon téléphone était sur la table, éteint, comme si de rien n'était. Mais ce qui m'a le plus frappé en me réveillant à l'hôpital, c'est que mes réseaux sociaux avaient été effacés. Toutes mes photos, tous mes messages, tout avait disparu. Et ce compte mystérieux, celui qui m'avait envoyé les messages, n'existait plus. Il n'y avait aucune trace de sa présence, comme si ce compte n'avait jamais existé. J'ai essayé de revenir à ma vie normale, mais quelque chose avait changé en moi. L'idée que j'étais peut-être observé, que cette entité était encore là, me hantait sans cesse. Mes amis et ma famille ont commencé à recevoir des messages similaires. Des demandes d'amis venant de comptes anonymes, des chiffres qui diminuaient lentement. Ce n'est que lorsque j'ai consulté un forum en ligne que j'ai compris que je n'étais pas le seul. Des dizaines de personnes, à travers le monde, avaient vécu la même expérience. Une messagerie, des chiffres qui décomptent, et, invariablement, une rencontre avec cette silhouette sans visage, ce vide infini. Il semble que la boucle ne s'arrête jamais. Et maintenant, c'est à mon tour de faire face à un nouveau message, envoyé par un compte vide, avec un simple 10. Le cycle continue, et je sais qu'il est trop tard pour m'en échapper.